Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Pour changer un peu des maisons hantées et des dragons de Komodo géants, nous avons décidé cette semaine de parler d'un genre qu'on a au final peu évoqué ici, la comédie fantastique, avec La mort vous va si bien, réalisé par le grand Robert Zemeckis qu'on n'a même pas besoin de présenter, en 92. Dans La mort vous va si bien, nous retrouvons une certaine Helen Sharp qui cherche à prendre sa revanche sur Madeline Ashton, une actrice obsédée par son image et par sa jeunesse, qui lui a volé tous ses petits amis sans même forcer, et qui va jusqu'à séduire son fiancé qu'elle finira par épouser. La rivalité entre les deux femmes les pousse à l'extrême, jusqu'à boire une mystérieuse potion magique qui rend jeune et immortelle avec toutes les conséquences que ça peut impliquer. Un gros succès au box-office avec 150 millions de recettes dans le monde entier sur un budget de 55 millions, mais un gros échec critique à l'époque. La mort vous va si bien possède non seulement un casting 5 étoiles, Meryl Streep et Bruce Willis pour ne citer que, mais possède aussi aujourd'hui une immense réputation et une très grosse communauté de fans qui louent le côté campy et l'atmosphère du film. Et parmi ces fans, nous avons Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Oui, salut. Joyeux anniversaire Mylène. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Non, c'est pas maintenant. Attention. J'ai spoil. 2 secondes. Oh, le spoiler. Alors, c'est un film, Mylène, que tu as ramené dans le podcast, puisque la semaine dernière, tu fêtais ton anniversaire. Joyeux anniversaire Mylène. C'est bon, bon anniversaire, du coup. Et oui, j'ai fêté mes 25 ans. Ah oui. Les fameux, bien sûr. Ah, t'as 3 ans de plus que moi? Arrête, ça ne marche toujours pas. Du coup, on t'a laissé choisir un film pour le podcast, ce qui est une réponse en plus à l'épisode dernier où Amélie t'avait lancé une attaque monumentale. Mais alors moi, c'était pas mon anniversaire. Hein. Enfin. C'était pas la Non, mais c'est la nouvelle règle. C'était de ta faute, hein, Romain. C'est ta faute, Mathieu. Anti, c'est incroyable. Vous êtes vraiment des commodos. Voilà. Je crois que t'allais dire des connards au début. Mais... Ouais, ce serait passé aussi, moi j'aime bien. Nous sommes aussi accompagnés d'Amélie du Festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Dario du podcast Plan Plan. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Et moi-même, Romain, du bistrot sur Filmo. Alors Mylène, pourquoi La mort vous va si bien ? Alors au début, je m'étais dit que j'allais vous trouver un film horrible, vous torturer, voilà, j'allais vraiment sortir un truc, bon plan, hein. Un Mylène movie horrible. Mais finalement, j'ai décidé de prendre un vrai film doudou. Je sais, je dis tout le temps ça, mais là, quand j'étais petite, en fait, mais genre vraiment, j'avais pas 8 ans, je traînais tout le temps 2 VHS avec moi. Il y avait Dirty Dancing, parce que voilà, Patrick Swayze, quoi. Et il y avait La mort vous va si bien. Et en fait, à l'époque, je comprenais pas du tout. Ma grand-mère, elle était outrée. Elle me disait, mais qu'est-ce que tu ramènes ça? C'est horrible. C'est vrai que l'affiche, il y a quand même un trou dans un bide et un coup pas trop en forme. Et en fait, ce film, je pense que c'est véritablement le premier film un peu horrifique que j'ai vu. Et à l'époque, je m'en rendais pas du tout compte. Et c'est quand je l'ai vu en étant adulte que je me suis dit, bah attends, c'était quand même chaud patate. Il y a une meuf. Ah, on peut spoiler ou pas? Dans le film à 30 ans, je pense que... Oui. Alors, oui, ça a 30 ans. On va pas spoiler la fin, évidemment. On va pas non plus spoiler le climax, mais oui, t'inquiète. Mais ouais, du coup, en le revoyant en tant qu'adulte, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu trash pour une enfant, mais que finalement, ça me représentait bien. C'est camp, c'est fun, c'est complètement burlesque. J'adore le personnage d'Hélène, j'adore le personnage de Madeleine. Et puis, il y a Bruce Willis, que j'aime d'amour. Je suis désolée, il est juste un petit peu au-dessus de Schwarzy. Je suis désolée. Bruce Willis dans mon cœur, voilà. Gratuit comme ça, gratuit. Voilà, okay, c'est... Et en fait, au-delà du fait que c'est un film qui me rend très nostalgique, que j'ai vu... je sais pas, peut-être je le vois 2 fois par an, et ben en fait c'est un film qui est ultra quali. Et vraiment il est bien filmé, la musique elle est incroyable, c'est une BO que je trouve très très chouette, qui est d'ailleurs sortie il y a pas très très longtemps en vinyle en France. Et en fait je trouve que c'est un film qui a vraiment plein de sous-textes, et du coup je me suis dit bah ça pourrait être sympa
de prendre le temps d'analyser, de pas le voir juste comme mon petit film bonbon, doudou, et de me dire, ok, là, je vais me pencher dessus. Et en fait, le film est encore plus riche que ce que je pensais. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça pouvait être sympa d'en faire, du coup, un épisode. Donc, voilà. Oui, parce qu'au final, on n'a pas parlé de comédie fantastique depuis Elvira, il me semble. Ouais. Soit, ça fait 7 mois maintenant. Après, il y a Brain Dead, c'est un peu comique, non? Ouais, mais c'est une comédie horrifique, pas fantastique. Ouais. C'est ça, et c'est pas aussi accessible qu'un film comme La mort vous va si bien. Mylène, elle a très bien dit, tu peux mater ce film quand t'es enfant, c'est un peu trashouille, mais c'est quand même bon enfant. Brain Dead, quand t'es jeune, voilà quoi, ça peut vite te trauma, je pense. Et puis en vrai, il est hyper ovni dans la filmo de Zemeckis. Je trouve que c'est un film qui emprunte à plein de genres. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il sort en 92 dans vraiment une période où l'horreur se cherche, où on a plein d'expérimentations. Et là, c'est un film qui est très hybride. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans La mort vous va si bien, en fait. Il y a plein de petites références, notamment à l'exploitation. Donc l'exploitation, c'est un mouvement qui est né dans les années 60 et qui en fait mettait en scène des actrices vieillissantes qui avaient fait en fait le succès d'Hollywood et dont en fait Hollywood ne savait plus quoi en faire pour les mettre en avant, et du coup ils les ont un peu mises de côté et elles ont fini en fait dans le cinéma de genre à jouer des femmes folles, des tueuses. Il y avait quand même un truc très péjoratif sur l'actrice vieillissante, et là ça fait vraiment écho à ça dans La mort vous va si bien en fait, avec du coup ces deux personnages principaux, donc Mad et Elle, le petit jeu de mots, voilà. Et du coup, qui vont en fait vouloir rester éternels, quitte à devenir des espèces de mortes vivantes, pour aussi coller avec les codes de Beverly Hills. En fait, le scénariste, quand il écrit La mort vous va si bien, du coup, il pense vraiment à faire un film sur le côté extraterrestre de Beverly Hills, et je trouve que ça marche très très bien. Et d'ailleurs, c'est un esthétisme qu'on va beaucoup revoir, même dans des trucs très récents comme American Horror Stories, donc le spin-off de la série, avec du coup un petit côté un peu les contes de la crypte, où du coup chaque épisode a une histoire voilà indépendante des autres, et du coup en fait il y a vraiment l'esthétique de La mort vous va si bien qui est repris dans un épisode, et des fois il y a des petites des petites références aussi dans le monde par exemple du drag. Il y a carrément un show drag assez récent avec Peaches qui a été fait et qui s'appelle Drag Becomes Air, que j'ai pas réussi à trouver. Je suis un peu frustrée parce que j'aurais vraiment voulu voir ça. Et en vrai, en le revoyant, en se disant que le film est très camp, très queer, c'est pas difficile d'imaginer effectivement Mad et Elle finalement en figure drag, parce qu'elles sont tellement exubérantes, elles ont tellement des tenues incroyables, et puis à partir du moment en fait où elles décèdent, il y a vraiment ce côté-là où elles vont se rafistoler. Moi, je trouve ça assez incroyable, parce que du coup, d'habitude, on a vraiment le zombie qui est en putréfaction, qui est un peu dégoulinant, dégueu, sauf par exemple dans des films comme Flic ou Zombie, qui est plus du coup dans les années 80, où du coup on l'aura un peu, mais de manière plus lente et avec moins le côté bouffeur de cerveau. Et là, ce que je trouve cool, c'est carrément elles vont choisir de se faire embaumer pour ne plus bouger et se rafistoler à la peinture. Et ça, je trouve ça mais assez incroyable, quoi. C'est vraiment une autre vision, très Beverly Hills du zombie finalement. Très bon film au passage, Flic ou Zombie. Si on peut le conseiller à un moment, c'est là. J'avais un autre point aussi sur lequel je voulais revenir, c'est que le film, au-delà d'être une comédie fantastique qui fonctionne bien, avec un trio d'acteurs qui est assez incroyable, enfin, moi quand j'étais petite, j'étais persuadée que Goldie Hawn était connue du monde entier, parce qu'en fait, toutes mes VHS étaient avec Goldie Hawn. Pour moi, c'était ma Meryl Streep vraiment, et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que personne ne la connaissait vraiment. Du moins du grand public en fait, qu'il y avait plein de gens qui la connaissaient pas autant que moi dans les petits films dans lesquels je l'avais vue, et donc c'est vrai que j'aime beaucoup le trio qu'on voit à l'écran. Et il y a aussi un point qui est très très fort dans le film, c'est les effets spéciaux qui sont assez incroyables et qui en fait vont mélanger tout ce qui est effets spéciaux en dur en quelque sorte, mais aussi les effets pratiques notamment sur la peau, et c'est des effets qui vont en fait amener un peu plus tard aux expérimentations qu'on verra sur Jurassic Park. Donc et d'ailleurs le film a gagné un Oscar en 93 et qu'il a quand même battu Alien et Batman. Donc il y a quand même plus dégueu. Et franchement, j'ai vu les making-of. Alors, dans les making-of du Blu-ray de SC, il y a quand même une partie qui montre comment ils ont relevé les seins de Meryl Streep. Je trouvais ça un peu de mauvais goût, voilà. Je me suis dit merci. Le film d'ailleurs n'est pas exempt de propos qui sont un peu douteux, comme le fait qu'il soit très grossophobe. Il y a quand même toute une scène
sur elle en fait qui perd la tête, qui est déprimée et qui forcément, vu qu'elle n'a pas le moral, elle est obèse avec 10 chats et elle mange la pâtée de ses chats. C'est normal. Et ça, c'est une scène qui me met en rogne à chaque fois que je la vois. Et à la fois, ça colle à l'image aussi très Beverly Hills, où en fait, on ne peut pas être autre chose qu'une femme de moins de 30 ans qui est très svelte. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que le personnage de elle, du coup, se fait trouer le ventre. Je trouve que c'est une métaphore un peu douteuse, mais ça fonctionne quand même. Si on le voit dans le cadre de Beverly Hills, c'est à quel point ça peut être en fait un poison pour tous ces personnages qui finalement vont courir après une jeunesse, quitte à devenir des zombies. C'est beau. Merci beaucoup, Mylène. Très très belle vente du film. Est-ce que toi, de ton côté, tu es d'accord, Amélie, avec tout ça ? Oui, je trouve que le film est une très très bonne comédie. Moi, je me suis bien marrée devant. En plus, il y a un côté un peu cartoon qui rejoint le fait que l'image de Beverly Hills, elle est très fausse. En fait, quand il tombe d'un immeuble, il tombe pendant 14 étages, exactement comme dans un Tex Avery, quoi. Et ça ressemble à pas mal de films de l'époque où il y a ce côté un petit peu cartoon, il y a Le Grand Saut, il y a Mort sur le grill qui sont un peu comme ça. On fait du cartoon au cinéma. Et surtout, il y a un super trio d'acteurs, un super trio de personnages principaux qui sont qui fonctionnent hyper bien. Moi, je peux pas m'empêcher de voir dans le personnage d'Hélène une sorte de Lilith comme ça. Lilith, c'est la première femme d'Adam dans la tradition juive, il me semble. Et du coup, elle est souvent représentée en rousse. Et là, on a vraiment un personnage habillé en rouge. Elle est très rousse, contrairement au personnage de Meryl Streep qui est blonde, tout le temps habillée en blanc. Et du coup, c'est la première fiancée d'Ernest, et il va lui préférer Meryl Streep. Et il y a un truc un peu biblique dans ce trio amoureux où ils sont tentés quand même par un peu le diable, par la jeunesse éternelle. La broche qu'on met quand on a atteint la jeunesse éternelle, c'est un serpent. Il y a un truc un peu comme ça. La fiole, on dirait quand même une pomme. Je trouve qu'il y a un truc un peu... Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une référence à la création de l'homme dans le château de la tentatrice, donc qui est Isabella Rossellini. Et donc il y a quand même un sous-texte un petit peu biblique, mais dévoyé en fait, qui en devient un truc hyper comique, et un trio amoureux qui complotent les uns contre les autres. Ils se détestent tous les trois en fait. Et d'ailleurs il y a pas mal de jeux de miroirs dans le film qui sont hyper intéressants, c'est-à-dire que des miroirs, il y en a partout. La première fois qu'on voit Meryl Streep, elle est entourée, on croit voir un miroir de backstage, alors qu'en fait le miroir il a pas de fond, on sait qu'elle est sur scène et qu'on a l'impression qu'elle se regarde dans un miroir avant son petit show de comment dire, elle est sur scène, elle fait du musical. Et après, l'instant d'après, elle est vraiment dans sa loge devant son miroir, entourée de lumière, et là elle s'entraîne à faire la faux cul auprès de Hélène qui va venir la voir, et c'est une amie d'enfance en fait, et elle s'entraîne comme ça à avoir un air surpris. Et on a un peu une même scène avec Hélène qui, plus tard dans le film, on pense qu'elle est triste et qu'elle veut voir Mad, alors qu'en fait elle est en train de s'entraîner devant sa glace à prendre un air comme ça larmoyant en disant il faut que je vois Mad tout de suite. Et en fait le miroir dans ce film, il est le symbole des mensonges perpétuels. C'est le mensonge de ce que le miroir renvoie quand t'es une actrice vieillissante, à cette jeunesse qu'elle voit se perdre et se flétrir dans le miroir, et surtout au fait que tous les personnages se mentent en permanence, et que elle et Mad sont en fait comme un reflet l'une de l'autre. Elles se reflètent et elles se complètent. Elles sont à la fois en opposition et des doubles l'une de l'autre. Elles finissent par être habillées pareil en noir à la soirée du personnage d'Isabella Rossellini, où là vraiment elles ont presque fusionné comme un monstre à deux têtes, quoi. Dans le trio, alors qu'à la base elles étaient en opposition. Et il y a vraiment des miroirs partout. Il y a plein de fois où Zemeckis joue avec nous en nous disant ah, tu pensais que c'était vrai, mais non, en fait c'est le reflet d'un autre truc. Il y a le reflet évidemment dans les rétroviseurs de voitures, comme ça, un truc très cinéma, quoi, avec ces regards d'actrices qui se perdent dans les miroirs. Les miroirs sont des portes, sont des murs, sont des passages secrets, et je trouve que ça fonctionne hyper bien.
et que ça, le miroir pour un truc où c'est des femmes qui veulent avoir la beauté et la jeunesse éternelle, forcément ça semble hyper cliché, mais dans la mise en scène c'est super bien utilisé, donc voilà, à chaque fois ça fonctionne. Je trouve que le film en tout cas fonctionne très bien dans ses effets, dans la manière dont il filme ses personnages. À chaque fois, ce côté très cartoon, moi je me fais prendre, j'aime bien. Je me fais prendre au jeu, pardon, sinon c'est un peu... Et du coup, voilà, non, moi je me suis beaucoup amusée devant le film et je le trouve très chouette. Merci Mylène. Bah, merci à toi d'avoir aimé. Et je suis d'accord avec toi avec les miroirs. Je l'ai vu avec Loumi il y a pas longtemps et je l'ai saoulé à compter tous les miroirs. Et notamment le plan dans chez le chirurgien esthétique, enfin celui qui fait du botox, où justement on se demande s'il y a pas quelqu'un qui est en train de se faire embaumer, parce après réflexion, on se demande s'il est pas en train de se faire retirer du sang et tout. Oui, il y a un truc comme ça avec. Et puis même ce personnage, il me semble qu'il apparaît dans un mouvement de caméra un peu étrange, où la caméra elle tourne autour de Meryl Streep, qui est en conversation avec un personnage, et à un moment, on pense qu'elles sont toutes seules dans la pièce, et à un moment, le mouvement de caméra nous révèle le chirurgien esthétique bizarre, comme s'il avait surgi de nulle part, comme s'il était sorti du néant, quoi, alors qu'il y a un mouvement circulaire de la caméra et qu'on l'avait pas vu avant, ce qui est un peu bizarre. Mais du coup, oui, c'est vrai que son apparition, elle fonctionne très bien à ce personnage un peu chelou. D'ailleurs, tous les personnages sont chelous, mais et atroces. Ils sont tous chelous et atroces. Tout le film, Zemeckis il se fait plaisir avec sa caméra en fait. Il y a que des plans impossibles, des mouvements dans tous les sens, tout ça. Ah. J'en vois un qui bronche, j'en vois un qui a secoué un peu la tête. On va aller voir ce qu'il pense du film. Le D. Le D, c'est le S. C'est ça. Non, mais je trouve que ce que tu dis, c'est vrai, mais juste pour la première partie du film, à partir du moment où ça devient un petit peu la course un peu aux effets numériques et aux effets pratiques, justement, on sent qu'il est plus limité dans la mise en scène de la caméra, je trouve. Oui, il donne en fait où c'est plus la composition du plan qui est intéressante que potentiellement un mouvement de caméra, je trouve. Ah bah, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de plans VFX qui fallait prévoir. Tu sens qu'il est limité par ce qu'il peut réellement faire avec les plans qu'il a envie de faire. C'est ça, ce côté un peu foufou de la caméra, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, tu l'échanges contre en fait les plans un peu fous où tu peux voir à travers en fait le ventre qui est troué, parce que du coup on en a parlé, il y a un ventre qui se fait trouer, et en fait pendant plein de séquences, t'as juste ce trou béant, quoi. Et tu vois à travers. Et pour un film de 92, c'est super bien fait. Ouais, c'est très très propre. Carrément. Et du coup, t'as pensé quoi du film à part ça, Dario? Non, mais moi j'ai vraiment vraiment kiffé le film. Alors ça vaut pas Komodo, bien sûr. Mais, je me suis posé la question, est-ce que je vais le faire à chaque fois? Je sais pas encore. On verra plus tard. On verra si ça revient. Non, mais en vrai, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que pour toutes les raisons que vous avez déjà évoquées, le film est hyper intéressant en termes d'écriture. Moi, je me suis dit que j'allais parler plutôt de la technique, parce que au-delà de ce ventre troué, il y a un plan, moi, qui m'a scotché, alors que le film est sorti avant Jurassic Park, faut le rappeler quand même. Oui, c'est vrai. Justement, le moment où elle a le trou dans le ventre, là, et elle se bat avec Meryl Streep, et elle lui casse, elles se battent toutes les deux avec une pelle, et puis il y en a une qui est cassée, elle fait genre un jet de javelot qui va se planter dans le canapé. Ouais. Elles arrêtent de se battre, et là, elle, je me souviens plus des prénoms, c'est elle. Ouais, c'est elle. Elle s'assoit sur le canapé, et le manche de la pelle la traverse, en fait, et c'est genre, c'est parfait, quoi. Moi, c'est vraiment ce plan-là qui m'a marqué. Alors que on pourrait garder en mémoire plus le premier plan où elle se relève de la piscine une fois qu'elle s'est fait trouer le bide, où en fait on voit bien, on voit sa tête qui passe devant l'écran, et en fait on découvre petit à petit le trou béant qu'elle a dans le ventre, et il y a de l'eau qui sort parce qu'elle est tombée dans une piscine. Il y a beaucoup d'eau qui sort, et la caméra filme à travers, donc on pourrait retenir ce plan là, mais moi j'avoue que c'est vraiment le plan avec le manche de la pelle. Je me suis dit waouh, putain, que j'ai du mal à imaginer en fait comment ils ont pu faire ça en 92, quoi. Tu soulignais que c'est sorti avant Jurassic Park. Oui, mais c'est déjà ILM, la boîte de George Lucas qui fait les... Et c'est grâce à Death Becomes Her qu'ils vont pouvoir faire les effets de Jurassic Park, en fait. Voilà, évidemment. Donc c'est en germe, en fait. Mais c'est juste que c'est un effet de fou, quoi. Mais tout à fait. Juste, tu l'attends pas du tout. Autant l'effet en fait du ventre à travers la caméra, tu sens qu'il y a une marionnette plus un espèce de compositing du visage. Autant là, vraiment, je m'y attendais pas du tout, et je trouve que c'est brillant comme idée de plan. Et justement, comme tu l'as souligné, c'est ILM, et juste avant ils ont fait Terminator 2, et là ils font ce film-là, et ensuite ils font Jurassic Park.
Donc bon, les gars, ils sont quand même sur de belles années. On était en plein dans ce qu'on appelait la révolution numérique en fait. C'était le moment en fait où tout le monde parlait de l'image de synthèse, et quand il y avait un plan que techniquement on ne comprenait pas, moi je me rappelle qu'en fait à l'époque des images de Meryl Streep en train de s'étirer le cou pour se le remettre en place, on le voyait de partout quoi. Et les gens étaient là à dire putain mais c'est ouf et tout, comment c'est fait. Ah bah encore une fois c'est ILM quoi. Parce que juste avant il y avait eu Terminator 2, encore avant il y avait eu Abyss. Les gros malades. Plus tard il y aura Jurassic Park et tout, donc c'était vraiment le monde entier en fait avait les yeux rivés sur ILM à cette époque là quoi. Après il y a eu Weta plus tard avec le Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que ILM ils sont vraiment, c'est les patrons du game, je trouve, des effets spéciaux, ils sont abattables je trouve. Et Zemeckis, on a tendance à parler beaucoup de James Cameron, mais Zemeckis c'est aussi un réalisateur qui aime les défis techniques. Rien que Roger Rabbit, c'est une prouesse pour son époque. Voilà, donc c'est pas étonnant que Zemeckis, qui a plein d'idées folles, fasse appel à ce moment-là, en pleine révolution numérique, à ILM. C'est vrai que Zemeckis, il a ce truc-là il va pousser pour l'innovation au cinéma, notamment. Il a fait le Pôle Express, en vrai. Il pousse vraiment pour les innovations en fait au cinéma. Il a pris un coup de vieux celui-là. Ouais. Ça donne, voilà, ça donne des trucs qui ont un peu moins bien vieilli. Mais on peut pas lui retirer ça quoi. Là il termine sa trilogie Retour vers le futur et il enchaîne avec La mort vous voici bien, que je pense en vrai on n'attendait pas tant après Retour vers le futur, mais c'est vraiment réussi pour le coup. La mort vous voici bien, j'ai vraiment apprécié le film. Et je trouve qu'il a une qualité, s'il a un petit peu ce côté sale gosse à la Joe Dante, le film où tu sens que Robert Zemeckis il a été produit par Spielberg un peu comme Joe Dante, et là il commence un peu à flirter avec des trucs de l'humour un peu noir, des trucs un petit peu plus sanguinolents et sanglants, qui sont peut-être pas forcément Steven Spielberg friendly, je trouve. Donc pour moi c'est une qualité que le film ressemble un peu à un film de Joe Dante en restant quand même un film de Zemeckis. Totalement. Après il commence à flirter avec d'autres trucs qu'il refera en plus grand plus tard. Là il y a du macabre un peu dans ce film-là. Il a fait un film, il est pas du tout macabre, mais peut-être une des rares fois où je pourrais placer ça, mais il a fait un autre film que je trouve fou, qui est plein de plans impossibles et qui a aussi une technique de fou, notamment pour un plan qui est culte, c'est Contact. Il est incroyable. Contact en 97. Avec le aussi miroir, un plan miroir aussi qui revient en fait dans ce film-là, pour ça que j'y pense en fait, j'ai fait tilt, où on voit une petite fille courir dans un couloir puis on passe à travers un miroir, enfin, c'est totalement fou. C'est un long plan séquence de ouf où on suit toute une scène et en fait on se termine dans un miroir, on se rend compte qu'on a vu la scène inversée. C'est ça le truc, c'est qu'il fait avancer les effets spéciaux, mais il fait aussi avancer ce qu'on peut faire avec la caméra. C'est ça qui est assez fou, petit à petit. Et là, on est en 92 et le mec, il fait déjà des trucs de malade. Alors qu'en fait, 92, on est avant Jurassic Park, on est plus à la préhistoire, on est dans cette sorte de tremplin où c'est encore un outil qu'on est en train d'apprivoiser, et t'en as déjà 2 ou 3 petits malins qui sont en train de faire des masterclass avec, quoi. Merci beaucoup Dario, content que t'aies aimé un film. Je le dis à chaque fois, mais ça fait plaisir. Tu dis à chaque fois que j'aime un film, ce qui arrive plus souvent qu'on peut le croire. Mais c'est pour ça que je le rappelle, parce que ta réputation n'est pas fondée. Il y a des fake news qui circulent. On y reviendra la semaine prochaine, ça du coup dans la FAQ. De ton côté, le coin du bis, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah moi c'est un film que j'aime toujours beaucoup. J'ai tendance en fait à le voir comme une espèce de best-of de ce qu'était Robert Zemeckis dans les années 80 et la première moitié des années 90. C'est-à-dire en fait quelqu'un qui fait de très très bons films de divertissement qui sont techniquement impeccables, dans lequel en fait il y a toujours à boire et à manger si on s'intéresse un petit peu à comment sont faits tel ou tel effet spéciaux. Zemeckis aussi, c'est quelqu'un qui a, outre le fait d'avoir bossé avec Spielberg, a travaillé dans la série Les Contes de la Crypte. En 89, en fait, il a fait 2 ou 3 épisodes, et j'ai toujours vu La mort vous voici bien comme une espèce de grand épisode des Contes de la Crypte. Parce que encore une fois, voilà, c'est un best-of Zemeckis, quoi. Techniquement, c'est impeccable, c'est drôle, c'est un petit peu spooky. Il y a des effets spéciaux de fou furieux et même en avance en fait par rapport aux autres films de l'époque. Il y a des blagues sur les nichons, ce qui est une constante aussi chez Zemeckis. Voilà, enfin en vrai j'ai pas forcément mais c'était prévu au départ. Hein. Au départ, ça devait être un film Les Contes de la Crypte, et finalement tu vois, ça m'étonne pas. Voilà, ça explique bien des choses. Ouais. Ça m'étonne pas, ouais. En vrai, j'ai pas forcément grand chose à dire parce que, beaucoup de ce que je voulais aborder a été déjà dit précédemment. Mais ce que disait Dario, ouais, c'était un petit peu là que je voulais développer, c'est que
le film est arrivé à un moment où vraiment, encore une fois, tout le monde était focus sur les effets spéciaux. Et ILM était au sommet du monde. Et encore une fois, moi je me rappelle d'articles qui étaient dans les journaux télé qu'achetaient mes parents à l'époque, où tout le monde était complètement dingue en fait sur comment est-ce qu'ils ont pu faire un truc pareil, quoi. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, on sait que c'est pas très très compliqué. On a vu 100 fois plus balèze depuis, mais à l'époque c'était des tours de force, quoi. Quand on regarde la scène où Meryl Streep en fait se fracasse le cou, et en fait elle a la tête qui est retournée à 180 degrés, c'est un mélange entre deux techniques. Il y a des images de synthèse où sur certains plans le visage de Meryl Streep flotte un petit peu. Enfin, c'est pas toujours parfait, mais à l'époque, encore une fois, en 92, c'était une prouesse technique. Mais il y a aussi des effets spéciaux pratiques, en dur. Et si on regarde au niveau du générique, il y a de très très grands noms qui ont bossé sur La Marvel va si bien. Il y a Tom Woodruff, et il y a surtout Dick Smith. Dick Smith qui était le plus grand maquilleur de l'histoire du cinéma. Des mecs comme Rick Baker ou quoi sont clairement des élèves en fait de Dick Smith. Enfin, ne jurez que par lui. Donc, enfin, techniquement à l'époque, le film était juste à la pointe, quoi. Et c'est pour moi en fait peut-être pas le dernier, mais un des derniers Zemeckis allait un petit peu dans cette espèce de délire, ou un petit peu Joe Dante, un petit peu sale gosse, en mode Conte de la crypte, puisqu'après il y aura des films un petit peu plus dramatiques, un peu plus sérieux, comme Forrest Gump, Contact, Seul au monde et quelques autres, où là il y a toujours des effets spéciaux complètement fous, dont encore une fois on a beaucoup parlé à l'époque. La poignée de main entre JFK et Tom Hanks, encore une fois, ça faisait des gros titres. Mais du coup, on perd un petit peu ce côté sale gosse et ce côté humour macabre, Conte de la crypte. Donc voilà, c'est pour moi un petit best-of de ce qu'a pu être la carrière, enfin le début de carrière en tout cas de Robert Zemeckis dans les années 80, le début des années 90. Est-ce que tu dirais que c'est le film de la maturité? Non. Parce qu'après il devient adulte. Après il glisse et il fait Beowulf. Mais qui techniquement est intéressant. Ouais, ça se ouais, qui est pas bien. Ouais. Mais le truc de Zemeckis, c'est que le mec, il défriche le terrain avant James Cameron. Ouais, c'est-à-dire que James Cameron, en fait, c'est le mec qui récupère tous les lauriers et qui révolutionne le game en faisant des trucs de fou. Mais faut pas oublier que Zemeckis, en fait, a très souvent été le premier à tester des trucs qui vont être 100% fonctionnels une fois que Cameron mettra le doigt dedans, quoi. Le premier à faire des films entièrement en motion capture, c'est Zemeckis. Alors effectivement, ça fait le Pôle Express. Et aujourd'hui, c'est une cinématique PS2, quoi. C'est moche. Mais on peut lui reconnaître au moins ça, c'est que le mec en fait s'est tenu à son truc et a fait 3 films en motion capture. Et si c'est clairement pas ses meilleurs, James Cameron en fait a récupéré le truc après pour faire Avatar, quoi. Donc sans Zemeckis, on n'aurait pas eu Avatar. Robert Zemeckis, il se sacrifie. C'est lui qui fait les films qui sont un peu expérimentaux pour que James Cameron il puisse dire oui. C'est lui qui se fait la gueule au box-office pour que James Cameron il récupère tous les trucs derrière, quoi. On caricature un peu, mais bon. Ouais, voilà. Parce que tous les 2-3 ans, il sort quand même un film qui fonctionne. Alors je sais pas ce que c'est dernièrement, c'est Pinocchio cette année. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit un succès commercial, Pinocchio. Non. Je suis pas sûr. Les derniers films de Zemeckis, en fait, c'est pas non plus la grande folie, hein. C'est techniquement, il y a toujours des choses très intéressantes, mais en vrai, le côté ultra vendeur que pouvait avoir Zemeckis dans les années 80-90, parce que enfin, le même a quand même eu des Oscars, quoi, avec Forrest Gump. C'est un peu passé. Enfin, tu dis, enfin, je sais pas, t'évoques James Cameron ou Steven Spielberg, un gamin qui a la vingtaine, ouais, il sait qui c'est. Robert Zemeckis, je suis pas sûr que le nom lui évoque grand chose, hormis si tu parles de Retour vers le futur. Ouais. Voilà. Donc je vais lui dire, c'est le gars qui a fait Retour vers le futur, pour qu'il comprenne. Et Forrest Gump, et À la poursuite du diamant vert, et en fait, c'est quand même dingue que ce type a une flopée de grands films cultes et populaires. Et Roger Rabbit. Ouais, et Roger Rabbit. Voilà. Et c'est quand même dingue pour une seule personne et que finalement on retienne pas tellement son nom, à part peut-être nous qui sommes un peu cinéphiles, quoi. Mais... Pourtant, il tente plein de trucs, hein. Il avait fait un film que j'ai bien aimé qui s'appelle Flight. Je sais pas si vous l'avez vu, ce film. Avec Denzel Washington, non? Ah ouais. Sur un pilote d'avion qui a réussi à sauver un avion d'un crash. Oui. Alors qu'il était sous drogue, en fait. C'est une histoire vraie. Le film est ce qu'il est. C'est très très américain, religieux dans l'âme, tu sais, comme ils aiment ça. Donc ils tentent de trouver d'autres publics et tout. Mais il y a là aussi un plan de malade. Ceux qui ont vu le film, ils savent très bien duquel je parle. Il y a juste un plan. En fait, tout le crash d'avion, il se fait à l'intérieur de l'avion. Il y a un plan à l'extérieur où t'as juste un mec qui sort dehors et qui voit l'avion voler
à l'envers au-dessus de lui. Plan de malade. Et donc, tu vois, il y a toujours ce talent, des fois, il te lâche toujours une petite bombe, même dans ses films les plus calmes, en mode, non, je suis toujours là, mais voilà, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi, en fait, après, du coup, la mort vous va si bien. Il a perdu ce côté un peu fun, tu vois, parce que, après, il fait Contact, il fait, Beowulf, Parce qu'après, c'est des plus gros budgets, parce que, tu vois, il fait Forrest Gump derrière, c'est des plus gros budgets, il y a peut-être moins de liberté. Peut-être qu'il a une reconnaissance après l'Oscar, de La mort vous va si bien, et du coup, c'est plus le même level pour lui, tu vois. D'avoir une reconnaissance et d'être crédible. C'est ça, puis peut-être aussi il a juste envie de changer de registre aussi, hein, ça arrive aussi. Le mec qui a très bien pu se dire, il y a ce connard de Cameron qui me vole mes trucs dans mon dos depuis le début, vas-y, je me casse quoi. Je sais pas, je déconne à moitié, mais on sait jamais. Ou à l'inverse, peut-être que, je sais pas, haute théorie, il a fait des trucs qui étaient peut-être plus proches de ce que lui en fait avait envie de faire, sans qu'il y ait systématiquement Spielberg qui soit derrière à la prod quoi. Parce que Retour vers le futur, c'est Spielberg, Roger Rabbit, c'est Spielberg. Oui. Les contes de la crypte. La mort vous va si bien, c'est une espèce de conte de la crypte déguisé. On est un petit peu proche aussi de ce qu'a pu faire Spielberg. Spielberg a aussi eu une espèce de série un petit peu fantastique dans les années 80 qui s'appelait Histoire fantastique justement, qu'on a un petit peu oublié, mais dans lequel il y avait de très bonnes choses. Il y a eu un remake. Si je dis pas de bêtises, je crois même que il y avait Zemeckis qui fait un épisode. Je sais qu'il y a Joe Dante. Zemeckis, je suis plus sûr, faut que je vérifie. Mais bref, voilà, c'est tout ce qu'a pu faire en fait Zemeckis dans les années 80. D'une part, il le doit à Spielberg parce que c'est Spielberg en fait qui l'a repéré via un court-métrage, je crois, dans les années 70. Donc, à partir du moment où en fait le mec réussit à avoir un Oscar, je pense qu'il avait peut-être aussi envie de s'affranchir un petit peu de son mentor et d'aller vers des trucs un petit peu plus perso. Après, ça marche pas, mais au moins il a tenté autre chose, quoi. C'est vrai. Et là, visiblement, il a besoin de thunes parce qu'il est revenu chez Disney l'année dernière pour faire un film Disney+. Ouais. Quel dommage. De ton côté, Lily, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, La mort vous va si bien, c'est pas un Zemeckis doudou pour moi, simplement parce que je l'ai pas vu petite. Moi, mon gros doudou ultime de toute ma vie, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit. Voilà, je l'ai vu en boucle. Bref, mais en fait, du coup, La mort vous va si bien, j'ai découvert déjà adulte, donc j'ai pas l'affect que peut avoir Mylène. Mais quand je l'ai revu pour ce podcast, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, qui j'avais jamais percuté. En fait, je me suis rendu compte que l'un des thèmes récurrents de Zemeckis, c'était le temps. Dans Retour vers le futur, évidemment, c'est évoqué à travers le voyage temporel, mais il y a aussi les multiples périodes de la vie de Forrest Gump qui composent toute une existence humaine. Puis dans Seul au monde, c'est le temps qui n'avance pas et que le personnage perd. Et dans La mort vous va si bien, c'est le temps qui fuit et qu'on voudrait arrêter. Et ça amène une certaine critique des milieux artistiques où les femmes sont considérées comme jetables passé un certain âge, comme l'a dit Mylène. Et la différence de traitement entre hommes et femmes est assez bien retranscrite dans le film, je trouve, puisque Goldie Hawn et Meryl Streep, elles ont besoin de courir après leur jeunesse pour pouvoir poursuivre leur carrière. D'ailleurs, elle, pour se relancer, elle doit passer par un régime et un relooking, tandis qu'à l'inverse, on félicite plusieurs fois Bruce Willis pour son talent, alors que lui est vieillissant, mal habillé, alcoolique et bedonnant, et que on finit quand même par nous faire admettre que devenir croque-mort, c'est assez minable en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant comme parti pris d'avoir vieilli visiblement les acteurs principaux. C'est assez notable pour l'époque d'avoir un casting qui paraît plus âgé que la norme. Puis on s'en rend plus trop compte aujourd'hui, mais il y a un petit contre-emploi pour les trois acteurs principaux. Goldie Hawn, elle avait encore une image de starlet sexy à l'époque, et là, elle joue l'intello qui a une carrière littéraire, pardon. Ah, pardon, j'ai du mal à parler. Tandis que Meryl Streep, elle était encore vue comme une actrice à grands auteurs avec Voyage au bout de l'enfer ou Kramer contre Kramer. Et là, c'est elle, la starlette sexy et superficielle. Puis on a Bruce Willis, bien sûr, qui à ce moment-là a plutôt une image d'acteur d'action. Donc on nous dit quelque chose sur Hollywood aussi, qui enferme ses acteurs dans une certaine image dont ils peinent à sortir. Alors qu'ici, on voit bien qu'on a un casting de monstres qui crèvent l'écran et qui sont parfaits aussi dans le registre de la comédie. D'ailleurs, Isabella Rossellini qui sort de Blue Velvet et Sailor et Lula,
Elle est tout simplement incroyable dans son Zemeckis, quoi. Puis ce que je trouve vraiment chouette dans ce film, je vais pas plus m'étaler que ça, on en a beaucoup parlé, c'est les effets spéciaux qui ont remarquablement bien vieilli. Et malgré le fait que ce soit une comédie, on a plein d'éléments de body horror avec ces corps disloqués qui se dégradent. Et c'est à la fois super drôle et réellement dérangeant, et ça sert très bien le propos sur la vacuité de courir après sa jeunesse. Mais malgré tout, moi perso, je trouve pas que ça soit le meilleur Zemeckis de cette époque. Je trouve que le tempo comique est pas super au point. La fin, notamment, elle tombe un peu à plat. Puis il a quelques petits défauts d'écriture. Moi, je comprends pas trop, par exemple, pourquoi Bruce Willis est passé de chirurgien esthétique à croque-mort. Enfin, c'est pas un choix de carrière logique, il s'est passé un truc, quoi. Je crois que, si je peux intervenir, de ce que j'ai compris, c'est parce qu'il est devenu alcoolique à cause de sa femme et que du coup, il a les mains qui tremblent, il peut plus être chirurgien. Mais tu sais quoi, j'ai pas capté. Parce qu'on le voit plusieurs fois trembler, mais il s'est pas dit explicitement, mais c'est comme ça que j'ai interprété. Ouais, mais c'est tout seul. C'est super, c'est une super bonne piste, je pense, Dario. Mais après, le fait qu'il soit trop croque-mort, c'est aussi super intéressant parce que ça montre qu'on est obsédé par l'esthétique des corps jusque dans la mort. Et même là, il le prend à contre-pied parce que lui, il utilise des trucs de quincaillerie, de la vieille peinture en bombe, aérosol. Voilà. Et, du coup, je trouve que c'est un super film popcorn, assez riche, comme Mylène l'a dit, avec plein de niveaux de lecture. Mais perso, je kiffe pas autant le ride que devant Retour vers le futur ou Roger Rabbit. Dans Retour vers le futur, c'est dur de faire mieux. Ouais, c'est ça, voilà. Et les trois d'ailleurs, tendance à oublier le Retour vers le futur 3, mais les trois sont vraiment... Le 3, j'adore Retour vers le futur, moi je parle que de l'entité, les trois en fait, tu vois, c'est un package complet. D'ailleurs, j'en profite pour placer, je sais pas si je pourrais le placer une autre fois dans Jumpscare, mais le docu sur Michael J. Fox, je sais pas si vous l'avez vu. J'ai chialé. Il est incroyable. J'ai chialé comme une madeleine. J'ai chialé encore après. En termes de mise en scène, c'est fou. Ouais, non, c'est... De reprendre des plans de film pour faire de la mise en scène sur le documentaire, c'était génial. Vraiment trop bien le documentaire. Totalement. C'est très très beau. Écoutez, Emballé, c'est pesé, c'est encore un film où on est tous d'accord, c'est fabuleux, c'est rare, mais il y a de plus en plus, donc voilà, les mauvaises langues pourront peut-être enfin se taire. Et si, il y a un autre aspect du film que j'aimerais bien dont on n'a pas parlé avant qu'on passe à l'avis des auditeurs. On a le temps. C'est les décors du film. On n'a pas parlé, mais ils ont un aspect très années 80-90, un peu Amblin, très fake. Mais du coup, ça va tellement avec le propos du film que j'ai trouvé que c'était super en fait. Et notamment, on a parlé un petit peu du côté cartoon quand Amit, tu parlais de la chute de Bruce Willis qui tombe pendant 14 étages. Il y a aussi la chute de Meryl Streep dans les escaliers. En fait, qui est incroyable, elle est trop bien cette chute. Elle est tellement longue, elle est bien plus longue que que les marches qu'il y a réellement, quoi. L'escalier, il fait 2 fois la taille. Pour ça qu'elle est drôle. Ouais. Mais c'est tellement drôle, c'est tellement réussi que les décors du film, je voulais juste en parler, je trouve qu'ils sont super. Il y a beaucoup de gags qui fonctionnent hyper bien. La voiture qui recule et qui s'arrête vraiment à 2 cm de elle qui est couchée comme ça en opération commando dans le jardin, je trouve que c'est hyper drôle. Le fait qu'il dise à sa copine non mais cette meuf elle m'intéresse pas du tout et que le plan d'après c'est leur mariage, c'est hyper classique comme truc, mais moi ça me fait éclater de rire et je trouve que vraiment ce trio en plus ils sont ils fonctionnent bien tous les trois, quoi. Ils sont drôles tous les trois. Et ça punchline à fond. Et du coup la fois où excuse-moi Lily, juste quand il dit genre non mais elle m'intéresse pas du tout et hop on cut sur leur mariage. Au début moi j'ai cru que c'était une projection du perso et que c'était pas vraiment vrai, et que quand tu sais elle est obèse et qu'il y a la police qui veut la sortir de chez elle, je me suis dit ok bon là elle est encore dans son rêve et puis après c'est la fin, quoi. Et incroyable d'ailleurs cette scène parce qu'il y a la tension du film dans la télé avec Meryl Streep qu'elle se repasse en boucle parce qu'elle regarde la mort de Meryl Streep en boucle. Ce qui est un peu marrant d'ailleurs parce que c'est un truc sur la mort et le fait que justement elles vont pas mourir, alors que là elle la regarde mourir en boucle. Et en même temps il y a la tension des flics qui sont derrière la porte et elle ouvre pas jusqu'à regarder Meryl Streep mourir encore et encore. Et cette scène elle a un sound design hyper fort et elle fonctionne super bien. Mais parce qu'elle joue trop bien Goldie Hawn.
quand j'étais petite, cette scène, elle me faisait mais tellement peur. Et après aussi, quand elle prévoit justement de tuer Mad et tout, elle a un truc dans le regard qui fait que c'est hyper glaçant. Je trouve que elle arrive à maîtriser la folie comme personne. Et la deuxième scène qui est aussi très très flippante, c'est quand Bruce Willis est en train d'appeler Goldie Hawn pour lui dire qu'elle est morte et que en fait tu la vois bouger mais tu comprends pas vraiment ce que c'est. Et en vrai, en tant qu'enfant, quand tu la regardes vraiment que t'es plus jeune et que t'anticipes pas les plans, tout ça, je trouve qu'il y a quand même cet aspect spooky entre la maison d'Isabella Rossellini qui fait très Casper, c'est tous ces éléments-là mis bout à bout qui fonctionnent très bien et effectivement qui font que c'est aussi un film que tu peux voir en tant qu'enfant. Bon, tu peux être trauma, mais et tu parlais des punchlines, Romain. Moi, ma punchline préférée, c'est quand elle dit Ernest, je peux voir mon cul, Ernest. Parce que je le regarde en VF. Et du coup, j'adore cette punchline, voilà. Je voulais revenir sur le décor. Alors, c'est con, la source me revient pas, mais j'avais lu quelque part que il y avait plein d'éléments qui rendent hommage en fait au Hollywood de l'âge d'or. En fait, les grandes maisons bourgeoises qui rappellent aussi les maisons hantées. Tu parlais de Casper, enfin les maisons en tout cas des films d'horreur de la Hammer, ce genre de choses. Et il y a aussi Isabella Rossellini qui est habillée en total hommage aux grandes stars d'Hollywood des années 40-60. Enfin, à un moment, elle est habillée, on dirait vraiment... Il y a un petit côté Elizabeth Taylor dans Cléopâtre. Oui, puis il y a même juste des refs bien plus obvious. Il y a James Dean, il y a... Ah oui, il y a Marilyn Monroe. Il y a Jim Morrison aussi, non ? Je suis pas sûr. Je crois que c'est Morrison, c'était vraiment lui, mais il y a un gars avec une meuf là où c'est bon, quand Bruce Willis justement est tombé de 14 étages et qu'il est tombé dans la piscine, il dit bon c'est bon, t'as fini tes conneries. Et j'ai cru que c'était Jim Morrison, mais je suis pas. Oui, c'est ça. Si, moi il me semble que c'est Jim Morrison. Je pense aussi. Et il y a aussi des petits clins d'œil parce que elle a pris la potion le 26 octobre 85. Donc Zemeckis se fait des petits clins d'œil. Il fait un clin d'œil à Retour vers le futur. Ah. Et par contre là, tu parlais qu'il y avait des bugs scénaristiques, Lily. Et je trouve qu'il y en a un parce que en fait il y a un côté un peu secte de Beverly Hills, où du coup ils ont la potion s'ils sont célèbres ou si en fait ils ont besoin d'eux, comme Bruce Willis, voilà. Et je vais pas spoiler, je m'arrête là. Mais je ne comprends pas pourquoi elle aurait la potion. Comment on aurait pu parce qu'elle a pas écrit son bouquin, elle est pas célèbre. Est-ce qu'avant on nous dit pas qu'elle est autrice déjà ? Ouais, mais elle est pas autrice renommée, tu vois. C'est à partir de son bouquin justement sur la jeunesse éternelle qu'elle devient vraiment connue. Donc je trouve que ça c'est pas très clair, quoi. Ouais. Après, elle dit quand le personnage de Mad lui demande combien ça t'a coûté, elle répond un truc hyper flou du style plus que tu ne peux l'imaginer, mais ça valait le coup. Donc en vrai, comme on sait pas quel est le coût de cette potion pour chacun. Ouais. On sait pas vraiment ce que Hélène elle a donné en échange, et c'est peut-être pas de l'argent, c'est peut-être pas un truc en rapport avec la célébrité ou quoi. Et du coup le fait que ce soit flou fait que on peut y croire qu'elle ait pu y accéder, quoi. C'est pas, enfin moi en tout cas ça m'a pas choqué. Oui, parce qu'il y a pas que des gens hyper connus dans cette soirée où tout le monde a pris la potion. Ouais, mais c'est des gens qui sont nécessaires ou sélectionnés, et je me suis dit à quel moment elle aurait été sélectionnée, quoi. C'est plus dans ce sens-là. Faudra attendre le spin-off sur Disney+. Et il y a une comédie musicale qui passe à Broadway, là. Il y a dans pas longtemps, il y a une comédie musicale qui va sortir. En vrai, ça le fait. Moi tu me dis reboot Disney+, ou spin-off Disney+, et j'ai envie de mourir. Après, je suis le premier à critiquer ça, mais apparemment, là, il y a un spin-off de Willy Wonka qui est au cinéma qui est apparemment génial. Comme quoi... Je crois que t'allais dire je suis le premier à critiquer ça, mais je regarde toutes les séries Star Wars. C'est vrai, ça aussi. C'est totalement vrai. Après, avec Mylène, on a bien aimé le spin-off de Super Noël. Ah ouais, mais parce que c'est une suite aussi des films. C'est une suite des films, alors oui, du coup... c'est plutôt une suite. Ouais. Et avec le casting original et tout. C'est ça. Ah oui, donc il y a un effort, c'est pas un spin-off sur un personnage secondaire. Non, c'est une vraie suite directe des 3 films. Écoutez, on va recentrer le débat sur l'avis des auditeurs, qui ont tous été positifs. Voilà, ça on pourra pas nous accuser d'être des vendus. C'est vraiment général, c'est un bon film, visiblement. Mrs. Zombie Unicorn a écrit une pépite. J'aime ces films qui mettent de façon grotesque, caricaturale, les absurdités de notre monde. Ça donne bizarrement un côté naïf. Et le jeu des acteurs est tellement à la hauteur et dans le thème, j'adore. Wonder Vesper Melissa, qu'on salue au passage. Salut. Coucou. Qui, pour une fois, a vu un des films du podcast. Donc, Et ça m'étonne pas qu'elle l'ait vu.
Oui, c'est son délire. J'ai étonnamment découvert le film assez tardivement, à force d'en entendre parler dans RuPaul's Drag Race. Oui, forcément. Yes. Dans mon top de Zemeckis avec un dosage parfait d'humour camp et de fantastique. Ah, ça c'est ma meuf sûre. En parlant de meuf sûre, il y a Wong Kar Waifu, juste en dessous, qui est une pote à nous qu'on salue au passage, qui a un pseudo incroyable. Incroyable film, meilleure fin, meilleur trou dans le beat, 20 sur 20. Meilleure fin, Ouais. meilleure fin, bon. La fin, elle fait très conte de la crypte, quoi. Ouais. Les personnages qui cherchaient quelque chose et qui sont punis pour ce qui leur arrive. C'est ça. Theo Schmidt, un Zemeckis un peu oublié, mais un vrai petit bijou. Entre les effets spéciaux hyper ludiques, le scénario bourré d'humour noir et la performance délicieusement over the top du trio principal, le film est super généreux, le pied est total. On finira avec Roland de Giled qui nous a juste envoyé: vu au cinéma à sa sortie, j'en garde le souvenir d'une comédie noire et grinçante avec un petit sous-texte sur la superficialité et la surimportance donnée au physique, et j'ai hâte d'être à la semaine des vacances pour le faire découvrir à mon fils et à mes belles-filles. Ça c'est beau. Trop bien. Super bon film pour enfants. La Oui, passation de ouais. pouvoir. Regardez, franchement. après, ils deviendront des petites Mylène. Eh ouais. Regardez ce que ça fait. Plein de Welcome to Prime C'est Time ça. Beach partout, là. Grave. C'est de voir ce film à vos enfants. Elles vont devenir youtubeuses. En vrai, j'aurais pas pu le voir en salle parce qu'à cette époque-là, il est sorti le 23 décembre en France. J'avais exactement, je ne sais plus compter. Voilà. J'avais pas beaucoup de jours. C'est bon. Laisse le mystère Ouais, voilà, planer, j'avais on pas saura beaucoup de pas. jours. Voilà. C'est comme l'âge de Mathieu, c'est un mystère. 65 Oui, ans. ça vous ne saurez pas. Non, 70 ans, comme Isabella Rossellini dans le film. Il est bien conservé. Bah écoutez, je propose qu'on remballe pour aujourd'hui. C'est l'avant-dernier épisode de la saison. Il reste un gros épisode la semaine prochaine, avec peut-être cette semaine une surprise qui arrive. On se dit à vendredi prochain. N'hésitez Et joyeux Noël, du coup, pardon, excuse-moi Romain, pas. Attends, mais il sort quand cet épisode? Il sort. c'est bientôt Oui, Noël, ça là. sort le L'épisode 22. va sortir. En En effet. juste avant Noël. En effet. Passez de bonnes fêtes. La prochaine fois qu'on se reverra, ce sera après Noël. Donc, Oh. en effet, passez des bonnes fêtes. Joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Certains vont nous dire, mais pourquoi ces cons n'ont pas fait un film de Noël pour Noël? La réponse, voilà. Non, c'est parce que. C'est le miracle de C'est Noël. parce que. C'est quoi? Mais c'est parce que moi j'avais réclamé à corps et à cri Christmas Evil et que vous vouliez pas souffrir. Non, c'est parce que c'est l'anniversaire de Mylène et que c'est elle qui a choisi. L'anniversaire de Mylène nous a sauvés de Christmas Evil. Voilà. Voilà la vérité. Mais sachez qu'il y aura bientôt la livre de Lily. Enfin, pas tout de suite, mais bon, voilà. Donc, du Voilà. coup, à un moment donné, on va souffrir. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bien sûr. Donc, on va faire. Aerobic Non, on Killer. va faire Christmas Evil en mars. Voilà, j'en ai rien à faire. Les joies de la programmation. Alors qu'il y a la Saint-Patrick et qu'il faut faire les prochaines. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. Et à vendredi prochain. Salut. Le Discord, bisous. Salut. Bah, ciao. Oui, il y a un Discord aussi. Ouais, ils sont habitués. Hein. Allez. Enfin,